C'est l'or, il est l'or de se réveiller. Monseigneur, il est 8 heures. Oui, oui, oui. Il en manque une. Vous êtes sort? Tout à fait ça. Ah ben ça alors. Bienvenue à cette présentation consacrée à l'histoire de la Suisse entre le XVe et le XVIe siècle, période durant laquelle les confédérés vont être surnommés les dompteurs de rois. Au XVe siècle et dans les premières années du XVIe siècle, la Confédération suisse va devenir la plus grande puissance militaire d'Europe. Son infanterie va devenir aussi redoutée que les archers anglais ou les janissaires turcs. Les bouviers alémaniques vont aller de succès en succès pendant plusieurs décennies grâce à l'utilisation de la hallebarde et de piques d'une longueur de 6 mètres, qui vont se révéler d'une efficacité redoutable contre les charges de cavalerie habituelles à l'époque. Les soldats paysans suisses, une des premières milices constituées d'Europe, sont d'autant plus craints qu'ils ne pratiquent pas la guerre à la façon des chevaliers féodaux. Ils ne se soucient pas de faire des prisonniers et tuent à tout va leurs ennemis, sans égard pour la rançon qu'ils pourraient en tirer. Ces dompteurs de rois vont vaincre les meilleures armées d'Europe durant 3 conflits qui vont bouleverser le continent. Ils en sortiront plus unis, mais au prix de graves crises intérieures. Seuls face à leur destin, les confédérés vont étonner les princes et même les papes qui vont ensuite les engager comme mercenaires. Toute une partie de l'économie suisse va reposer pendant plusieurs siècles sur l'art de la guerre. Qu'on le veuille ou non, la violence des anciens Suisses est aussi une composante à part entière de la mémoire nationale. En cette fin de Moyen-Âge, la Confédération comprend 8 cantons, Uri, Schwyz, Unterwald, Lucerne, Zurich, Zug, Glaris et Berne. C'est un faisceau d'alliances militaires entre des petits États souverains auxquels s'ajoutent des pays alliés, les pays sujets et des bailliages communs, c'est-à-dire des territoires conquis à plusieurs donc gérés ensemble. Cette alliance de communautés rurales et urbaines qui possèdent chacune leur propre gouvernement s'est constituée de manière rapide en une trentaine d'années entre 1315 et 1353 face à la menace des seigneurs de Habsbourg. Ces ennemis très puissants sont devenus ducs d'Autriche dès 1278 et empereurs réguliers du Saint-Empire romain germanique dès 1438. Après 150 ans de lutte incessante, les conflits entre les Habsbourg et les communautés suisses se sont apaisés au milieu du XVe siècle. Les ennemis héréditaires ne s'affronteront plus que de manière interposée par la suite et les Suisses cherchent alors de nouvelles directions pour continuer leur expansion, notamment à l'ouest et au sud. Moi, j'aime pas ces histoires de sud-est, nord-ouest et tous ces machins là. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a qui va pas encore? Et c'est à quoi se planter, ça? De toute façon, on dit le nord. Selon comment on est tourné, ça change tout. Après la guerre de 100 ans entre l'Angleterre et la France qui se termine au milieu du XVe siècle, la puissance montante en Occident, celle qui menace l'équilibre européen, c'est le duché de Bourgogne. Situé aux confins de la France et du Saint-Empire germanique, il représente un danger pour l'un et pour l'autre. De son père Philippe le Bon, le duc de Bourgogne Charles, surnommé d'abord le Hardi, puis le Téméraire, a reçu en 1467 un duché puissant mais fragmenté qui comprend les Pays-Bas, la Flandre, l'Artois, la Bourgogne et la Franche-Comté. Chevaleresque et surtout excessivement ambitieux, d'où ses surnoms, celui qu'on appelle aussi le Grand-Duc d'Occident n'aura de cesse que de réunir en un bloc ces territoires disparates pour reformer entre la France et l'Allemagne l'éphémère royaume de Lotharingie. Créé au IXe siècle, cet État issu de l'ancien empire carolingien allait d'Amsterdam à Marseille et de la Somme au Pau. Pour y parvenir, le duc de Bourgogne peut compter sur de solides alliés dont le roi d'Angleterre, le duc de Milan et le duché de Savoie, ainsi que sur une des armées les plus redoutées d'Europe, largement ouverte à des mercenaires étrangers, surtout des Italiens qu'on appelle tous Lombards. Son armée, la plus moderne d'Europe, comprend quelques 300 pièces sans compter les arquebuses et les coulevrines. En dépit de ses atouts indéniables, le duché de Bourgogne va devoir affronter de nombreux ennemis. Tout d'abord, Louis XI, le roi de France, qui veut à tout prix affermir et étendre l'autorité royale. Pour y parvenir, il cherche à abattre ses grands vassaux, dont le principal est le duc de Bourgogne, qui possède à ses yeux trop de pouvoir. Mais Louis XI n'est pas le seul à s'inquiéter. Les confédérés suisses, en particulier le canton de Berne, voient d'un mauvais œil les projets du voisin bourguignon. Ceux-ci compromettent leurs ambitions vers le nord, vers les cités rhénanes et l'Alsace, comme vers le sud en Savoie et dans le Milanais, 2 États alliés du duc de Bourgogne. Enfin, Charles le Téméraire s'est attiré la méfiance du Saint-Empire romain germanique dont le monarque n'est autre que l'ancien ennemi héréditaire des confédérés, le duc de Habsbourg Frédéric III, Friedrich en allemand. Les villes impériales rhénanes, Bâle, Strasbourg, Mulhouse et Colmar, s'alarment et sollicitent la protection de leurs alliés suisses quand elles constatent l'impuissance de leur empereur Friedrich. Heinrich. Il n'y a plus de Heinrich. Je suis Friedrich. Ça alors. Heinrich? Un postiche? Poussés par le roi de France Louis XI qui leur verse de grandes sommes d'argent, les Bernois entraînent les confédérés dans la guerre contre la Bourgogne qui est déclarée le 25 octobre 1474.
Entre-temps, le duc Charles le Téméraire a eu la mauvaise idée de répondre à l'appel de l'évêque de Cologne et il s'est engagé dans l'interminable siège de la ville de Neuss près de Düsseldorf qui va durer presque 1 an. Il ne peut donc aller au-devant des confédérés, ce peuple de bouviers qu'il qualifie ainsi avec mépris. Sans attendre, 18 000 Suisses, accompagnés de contingents alsaciens, marchent sur la Franche-Comté. Ils surprennent les Bourguignons à Héricourt le 13 novembre 1474 en leur infligeant au moins 4 000 morts. Au retour du printemps, en avril 1475, les Bernois partent en campagne dans le pays de Vaud, alors dépendance du duché de Savoie, allié du Téméraire. Leur brutalité et leur piège dépassent les normes de l'époque, ce qui n'est pas peu dire. Décidé à reprendre la main, Charles le Téméraire se jette enfin dans la guerre à l'automne 1475, après avoir abandonné le siège de Neuss. Il envahit la Lorraine, chasse son duc René et occupe Nancy le 30 novembre 1475 dans le but de réunir en un seul tenant ses possessions bourguignonnes et flamandes. Puis, en janvier 1476, il se retourne contre les confédérés suisses en grand équipage, avec plusieurs dizaines de milliers de soldats, toute sa maison, sa vaisselle d'argent, les archives de sa chancellerie et son trésor. Il franchit le Jura enneigé, arrive à Orbe et prend la route de Neuchâtel, car il veut s'assurer le passage entre Berne et Bâle. Sur cet axe, un seul verrou sérieux, Grandson, à l'extrémité occidentale du lac de Neuchâtel, occupé par les Bernois lors de l'année précédente. Le grand-duc d'Occident prend la ville après 8 jours de siège, notamment grâce à sa puissante artillerie. Le 28 février, maître du château, il fait massacrer la garnison, environ 400 hommes, qui sont pendus ou noyés, malgré la promesse de leur laisser la vie sauve lors de la réédition. Ce crime suscite la colère des confédérés suisses, qui n'ont pourtant guère de leçons d'humanité à donner à quiconque. À l'appel des Bernois, près de 20 000 soldats se rassemblent à Neuchâtel, puis se dirigent sur Grandson et attaquent le camp fortifié des Bourguignons. Le 2 mars 1476, la bataille s'engage. Charles le Téméraire veut attirer les assaillants confédérés dans la plaine pour mieux les écraser. Dans ce but, il demande à son avant-garde de se déplacer vers l'arrière. Par une malchance inouïe, ses autres troupes croyaient à une retraite. C'est aussitôt la débandade. La panique met en déroute la superbe armée bourguignonne qui ne perd que 400 hommes, mais abandonne aux Suisses un butin d'une richesse inouïe. 600 bannières et drapeaux, 420 canons, 800 arquebuses, 1500 chars, 10 000 chevaux, de nombreuses tapisseries, vaisselles et lingots d'or et d'argent, des diamants parmi les plus gros d'Europe. Dans l'immédiat, Charles ne se laisse pas abattre. 2 mois après son humiliante défaite, le duc achève de rassembler près de Lausanne et débride ses troupes. Il dispose bientôt de 23 000 hommes et d'une 60aine de canons. Le 9 juin 1476, les troupes du Téméraire en marche sur Berne mettent le siège devant Morat, dont la garnison de 2000 Bernois, commandée par Adrien de Bubenberg, résiste vaillamment. Répondant aux appels de détresse de Berne, 24 000 fantassins et 1800 cavaliers, dont le duc René de Lorraine, se mettent finalement en route le samedi 21 juin 1476 et atteignent les bois environnants de Morat. Le lendemain, les confédérés attaquent à la mi-journée alors que Charles le Téméraire a renvoyé ses troupes dans son camp, convaincu que le combat n'aura pas lieu. Après s'être emparés de l'artillerie, les confédérés encerclent l'armée ennemie et se livrent à un affreux carnage. Plus de 10 000 Bourguignons périront massacrés ou noyés, les Suisses ne faisant pas de prisonniers. In extremis, le duc de Bourgogne parvient à s'enfuir et à gagner Morges, puis le pays de Gex, quasiment sans descendre de son cheval. Attendez-moi! Aidez-moi! Blas! Pourquoi vous êtes descendu? Mon bon Blas! La main! Aidez-moi, mon bon Blas! La main! Tenez mon bon Blas! Mon bon Blas! Ne lâchez pas! Mon bon Blas! Qu'il est bon, ce Blas! Merci, mon bon Blas! Merci! Il m'a jamais pas! Charles le Téméraire ne peut pas cacher l'ampleur de la défaite et de l'humiliation. Partout, ses ennemis cherchent à reprendre les choses en main. La guerre se poursuit de l'autre côté du Jura. Le duc René de Lorraine, chassé de ses terres par le Téméraire depuis peu, veut profiter de la défaite bourguignonne pour reprendre son bien. Il parvient à récupérer son ancienne capitale, Nancy, durant l'automne 1476. Charles le Téméraire lave une dernière armée et vient mettre le siège devant Nancy. Le duc de Lorraine demande et obtient l'aide de 8000 Suisses qui viennent à son secours. Les chefs de son armée conseillent au Téméraire de ne pas affronter les Suisses et de se retirer. Charles refuse et engage sa dernière bataille en grande infériorité numérique sous les murs de Nancy le 5 janvier 1477. Les Bourguignons sont taillés en pièces. Cette fois-ci, le grand-duc d'Occident meurt dans la bataille. Son corps sera retrouvé 2 jours après, nu au bord d'un étang marécageux avec le crâne fendu et une joue rongée par les loups. C'est la fin de la Bourgogne ducale.
À Granson, Charles le Téméraire a perdu sa richesse, à Morat sa réputation et son courage, et à Nancy le sang même. Une formule alémanique résume le tout, Gut, Mut, Blut. La Confédération est alors à l'apogée de sa puissance, mais les Suisses ne savent pas gérer leur victoire. Les cantons se révèlent incapables de s'entendre pour définir une politique cohérente et exploiter leur avantage militaire. L'essentiel de l'héritage bourguignon leur échappe. Le duché proprement dit revient à la couronne de France, la Franche-Comté et les Pays-Bas étant cédés au duc de Habsbourg, également empereur du Saint-Empire romain germanique. Les maigres conquêtes territoriales se feront aux dépens de la Savoie, allié du Téméraire qui va récupérer l'essentiel du pays de Vaud, sauf Orbe, Granson, Morat et la région d'Aigle. Pour la première fois, des territoires francophones font partie de la Confédération suisse. Ils ne deviennent cependant pas des cantons, mais vont rester pendant plus de 3 siècles des sujets de ceux qui les avaient conquis. D'abord, il faut supprimer l'apprentissage de le français dans les cantons alémaniques. Et puis, il faut imposer l'apprentissage du Schweizerdeutsch dans les cantons romans. Et enfin, il faut supprimer l'apprentissage du français dans les cantons romans. Comme ça, nous parlons tous la même langue. C'est plus facile pour nous de donner des ordres à vous et c'est plus facile pour vous de comprendre ces ordres et tout est plus efficace et tout est plus rentable et l'économie va mieux, monsieur. Voilà, très bien. Alors, on va suivre attentivement cette évolution, en tous les cas. J'arrête maintenant de parler le français, je suis exténué. Le partage du fabuleux butin des guerres de Bourgogne a provoqué de graves dissensions internes chez les confédérés qui n'arrivent pas à se mettre d'accord. En 1477, après le carnaval, le mécontentement éclate spontanément. Des soldats uranais et schwitzois, mécontents du partage du butin, fondent un corps franc, les compagnons de la folle vie. Ils se mettent en route pour la Suisse romande afin d'obtenir de Genève, allié du duc de Savoie, la rançon promise aux confédérés lors des guerres de Bourgogne. Chaque jour, le cortège grossit pour atteindre plus de 2000 participants qui saccagent tout sur leur passage. In extremis, aux portes de Lausanne, un accord est trouvé. Genève doit s'engager à payer tout de suite aux confédérés 8000 des 24 000 florins qu'elle leur doit encore. Des otages genevois sont emmenés pour garantir le paiement du solde. La demande d'adhésion à la Confédération en 1480 des villes de Fribourg et Soleure met en lumière un problème central. Jaloux de l'importance grandissante des villes qui nomment les chefs de guerre et se partagent le gros du butin, les cantons campagnards ne veulent pas leur accorder ce surcroît de puissance. À la diète de Stans en 1480, on est à 2 doigts de la guerre civile. C'est alors qu'intervient le message pacificateur d'un ermite de Bald, Nicolas de Flux. Fribourg et Soleure sont admis dans l'Alliance et la Confédération ne doit pas trop chercher à élargir ses barrières pour espérer rester unis dans la paix et la tranquillité. Un pour tous, chacun pour soi. À la fin du XVe siècle, la Confédération suisse fait toujours officiellement partie du Saint-Empire germanique en dépit de la délivrance de l'emprise des Habsbourg au cours du siècle précédent. Depuis 1486, un nouvel empereur règne sur le Saint-Empire, Maximilien de Habsbourg. Son projet consiste à faire de l'Empire un État plus centralisé, notamment en instaurant un tribunal impérial, de nouvelles subdivisions administratives ainsi qu'un nouvel impôt général que les confédérés refusent immédiatement de payer. En 1499, un conflit met aux prises les cantons suisses d'une part et d'autre part Maximilien de Habsbourg via la Ligue de Souabe, une coalition de villes et de princes du sud de l'Allemagne, essentiellement au nord du lac de Constance. Appelée pour cette raison guerre de Souabe au sud du Rhin et guerre de Suisse au nord du fleuve, elle ne comporte pas de grandes batailles, mais de nombreux combats isolés, quoique très meurtriers, on parle de 20 000 tués en moins de 6 mois. Les hallebardiers suisses se mesurent pour la première fois à un adversaire, les lance-quenets allemands, qui appliquent rigoureusement la même méthode de combat en formant des carrés de piquiers de 7 à 8 000 hommes, marchant au son des fanfares, contre lesquels viennent se fracasser les charges de cavalerie. 6 mois durant, de sanglantes batailles se succèdent, notamment sur le territoire des ligues grisonnes, qui demandent et obtiennent une alliance avec les confédérés. Finalement, après une victoire décisive des confédérés devant le château de Dornach le 22 juillet 1499, la paix est conclue lors du traité de Bâle le 22 septembre de la même année. Les Suisses obtiennent d'être exemptés du paiement des impôts impériaux et soustraits à ces tribunaux. C'est quasiment une forme d'indépendance vis-à-vis du Saint-Empire, même si celle-ci ne sera reconnue juridiquement qu'en 1648, après la guerre de 30 ans. L'extension des alliances à Bâle et à Schaffhouse en 1501, puis à Appenzell en 1513 est une autre conséquence majeure du conflit. Ces territoires alliés aux confédérés depuis le milieu du XVe siècle ont subi des représailles de la part de l'administration impériale depuis la fin de la guerre de Souabe et ont logiquement demandé et obtenu d'intégrer pleinement la Confédération suisse. Si on ajoute aux 13 cantons souverains les États alliés, les bailliages communs et les pays sujets, on obtient à peu près la configuration de la Suisse telle que nous la connaissons aujourd'hui. Les 8 anciens et les 5 nouveaux constituent ce que l'on appelle l'ancienne confédération des 13 cantons, qui va se stabiliser durant 3 siècles jusqu'à la Révolution française et ses conséquences européennes. À mort, lui croivait bâton. À mort, lui croivait bâton. À mort, lui croivait. À la fin du XVe siècle, plusieurs États européens sont attirés par les richesses économiques et artistiques de l'Italie, qui est divisée en de nombreux petits États qui sont rivaux depuis la chute de l'Empire romain.
Cela déclenche inévitablement des conflits, 11 au total, qui opposent essentiellement de 1494 à 1559 les rois de France qui estiment avoir des droits héréditaires à faire valoir sur le royaume de Naples, puis sur le duché de Milan, aux Habsbourg, maîtres de l'Espagne et du Saint-Empire romain germanique. Des alliances vont se constituer de part et d'autre avec la participation des États italiens comme la République de Venise et des confédérés suisses qui vont fréquemment changer de camp, ce qui ne va pas simplifier la situation. Depuis le XVe siècle, les Suisses, en particulier les Waldstätten, Uri, Schwyz et Unterwald, souhaitent s'implanter sur le versant sud des Alpes afin de développer leurs intérêts commerciaux. La Lombardie et le Tessin actuel dépendent alors du duc de Milan, qui devient dès lors un adversaire des confédérés. Entre 1403 et 1478, le versant sud du Gothard, la Levantine, passe en plusieurs étapes sous le contrôle des confédérés suisses après plusieurs batailles contre le duc de Milan, qui, entre-temps, a fait alliance avec le duc de Bourgogne, Charles le Téméraire, peu avant ses déboires face aux confédérés. Entraînés dès 1494 par l'Alliance française dans les guerres d'Italie, près de 30 000 confédérés participent aux expéditions des rois de France Charles VIII et Louis XII, sans compter les milliers de mercenaires recrutés par le duc de Milan. En 1511, les confédérés suisses, sous l'influence de l'évêque de Sion, Mathieu Schinner, renoncent à suivre le roi de France pour se rapprocher de la papauté, qui possède ses propres territoires en Italie, les fameux États pontificaux. Le pape Jules II, qui incarne progressivement une sorte de résistance nationale à l'envahisseur français, a demandé et obtenu depuis 1506 la création d'une garde suisse pontificale, qui existe toujours de nos jours. En 1512, le pape négocie via Schinner l'engagement de 6 000 mercenaires suisses qui traversent les Alpes pour repousser les soldats français qui stationnent dans le nord de l'Italie. En culbutant à Novare le 6 juin 1513 une armée française pourtant richement pourvue de cavalerie et d'artillerie, les confédérés suisses résistent au roi Louis XII, qui tente son retour après l'expédition de 1499 pour s'emparer du duché milanais. Les Français sont alors chassés pour la 3e fois de la péninsule italienne. De leur côté, les Bernois ramènent dans leur butin des jeunes ours qui, installés dans les fosses de la ville, seront désormais inséparables de l'image de la cité. Commencez pas à noyer la peau de l'ours avant d'avoir vendu le poisson, hein? Bon, À la mort du roi Louis XII le 1er janvier 1515, la couronne de France revient à son cousin, qui prend le nom de François Ier. Âgé de 20 ans, le nouveau monarque met toute son énergie à poursuivre la politique italienne de ses prédécesseurs et s'empresse de reconquérir le duché de Milan. Surpris, les Suisses envoient en hâte une armée pour défendre la capitale de la Lombardie. Le roi de France leur propose alors le rachat du duché de Milan pour 700 000 ducats, soit 2,5 tonnes d'or. Les cantons de Berne, Soleure et Fribourg acceptent l'offre et retirent leurs troupes. Les autres confédérés préfèrent se battre pour conserver leur conquête. La bataille décisive a lieu les 13 et 14 septembre 1515 à Marignan, une localité située à 16 km au sud-est de Milan. L'infanterie des confédérés suisses, composée de 20 000 hommes, armés essentiellement de piques et de hallebardes, est finalement vaincue par une armée française de 30 000 soldats, soutenue par une artillerie puissante, une cavalerie disciplinée et des renforts vénitiens au nombre de 8 000, arrivés in extremis. Pour la mémoire nationale suisse, Marignan est un désastre tactique et surtout humain. Cette bataille se solde par 16 000 morts, ce qui fait d'elle la plus meurtrière depuis l'Antiquité. Pour les vainqueurs, en revanche, cet affrontement met fin à l'une des plus grandes malices de l'histoire, selon l'expression des chroniques de l'époque. En effet, en donnant à leur succès la prétention de dompter les princes, les Suisses auraient trop longtemps fourni un détestable exemple à tous les exploités et dépendants, celui du renversement de l'ordre social. En 1516, les Suisses concluent à Fribourg avec François Ier une paix perpétuelle qui leur reconnaît la possession du sud du Tessin et accorde au roi de France le droit de lever des soldats mercenaires dans les cantons. Les monarques français conserveront ce droit jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, plus d'1 million d'hommes seront concernés. 1515 marque la fin du rôle actif des Suisses dans la politique européenne et le début d'une prise de conscience. Un jeune prêtre originaire de Glaris, Ulrich Zwingli, a assisté comme aumônier à la bataille de Marignan qui l'a traumatisé. De retour en Suisse, il commence à prêcher contre la corruption de l'Église catholique et du service militaire à l'étranger, avec comme unique source la Bible seule. La réforme protestante suisse est donc née à Marignan, sur les champs de bataille d'une petite bourgade italienne au sud de Milan, mais ça, c'est une autre histoire. Cette présentation est maintenant terminée, merci pour votre attention et à très bientôt.